prenez place. Bonsoir à tous, merci d'être parmi nous ce soir. On va commencer avec vous, Bénédicte Brougière-Cada. Vous êtes donc la directrice territoriale Ain-Savoie de Pôle emploi. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler le taux de chômage dans le département de l'Ain? Il me semble que l'on est l'un des meilleurs élèves du pays. Donc, bonsoir à tous. Alors, meilleurs élèves, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, le département a toujours une situation extrêmement favorable puisque le taux de chômage à fin juin est de 5,4. Il y a eu un petit sursaut d'un dixième de point par rapport au début d'année, mais on est dans une situation très proche du plein emploi. Et en parallèle, nous avons toujours une baisse du nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, donc ceux qui sont immédiatement disponibles. Alors ça se tasse un petit peu puisqu'on a à moins 0,3 sur un an, mais nous sommes déjà très très bas. Et c'est un peu plus de 22 400 personnes qui sont inscrites sur notre département. Si l'on compare avec les offres, on a plus de 44 000 offres qui seront proposées chaque année. Donc on voit bien que le rapport de force, effectivement, n'est plus tout à fait le même. Et ces offres déposées continuent, elles, d'augmenter puisqu'on est à plus 16% sur un an. Ok. Tout ceci est très positif. Merci pour ces quelques chiffres. Est-ce que ces dernières années, vous avez, quelles évolutions vous avez constatées dans les exigences des demandeurs d'emploi? Est-ce qu'ils ont des critères vraiment maintenant spécifiques qui sont vraiment ancrés dans leur recherche? Alors, on a des évolutions de plusieurs types, c'est-à-dire qu'on a vu, et surtout plutôt lié à la crise Covid et la sortie du Covid, des exigences, et entre autres sur les conditions de travail et l'association vie privée, vie professionnelle qui a évolué. En parallèle, on a eu une explosion des recrutements en fait, sur le département, avec vraiment une hausse beaucoup plus importante qu'avant le Covid, et donc des secteurs qui sont devenus pénuriques. Donc les gens, effectivement, ont un peu plus de choix, et à salaire parfois équivalent. Ce qu'on a vu arriver depuis 3-4 ans, c'est une concurrence intersecteur qui n'existait pas forcément avant. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez de la concurrence dans la logistique, dans l'industrie, un petit peu avec le BTP, dans le commerce. Et là, en fait, les gens vont tourner et vont regarder des emplois. Et je pense, par exemple, dans le commerce ou dans les métiers de l'aide à la personne, qui leur permettent d'être chez eux le week-end, d'être chez eux les jours fériés. Et c'est pas toujours compatible avec un certain nombre de métiers. Donc, il y a eu ces changements-là. Pour autant, on a une différenciation sur les typologies de personnes, puisque aujourd'hui, qui dit réservoir de compétences et nombre de demandeurs d'emploi plus faible, dit aussi des personnes qui sont plus éloignées des compétences recherchées des entreprises. Donc là, on a en parallèle de ce dispositif pour les plus, de ce que j'ai exprimé pour les plus employables, un besoin d'accompagnement beaucoup plus important et beaucoup plus coordonné entre les différents partenaires concernant du coup ces personnes qui sont un peu plus éloignées des attendus des entreprises, qui, elles, continuent à être très exigeantes dans leur modalité de recrutement. Et peut-être la troisième population concernant les jeunes, on a des situations extrêmement différenciées entre des jeunes diplômés ou très diplômés, et je crois qu'on va avoir un témoignage juste après, de jeunes qui ont des niveaux d'emploi ou des niveaux de formation plus bas, qui, eux, du coup, ont des exigences un petit peu différentes. Mais par contre, ce sont, et ça je tiens à le souligner, ce qu'on entend très souvent que les jeunes ne veulent pas travailler, voilà, qu'il y a une résistance, etc. Parmi les populations qui rentrent et qui sortent dans nos fichiers pour motif d'emploi, c'est la première population, en fait. Donc il y a un dynamisme très fort sur le marché de l'emploi, des jeunes aussi, mais par contre des contrats un petit peu plus courts et précaires pour eux. Tout ceci est rassurant. Je me tourne désormais vers vous, François Geneste, directeur général des services du département de l'Ain. On entend souvent dire que la fonction publique peine à recruter, qu'elle est jugée un petit peu moins attractive. Quels atouts mettez-vous en avant pour séduire ? Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vous confirme effectivement qu'il y a une crise des vocations dans le secteur public. Pour faire simple, en 20 ans, le nombre de candidats au concours de la fonction publique a été divisé par 3. Et aujourd'hui, dans le département de l'Ain, quand on veut pourvoir un poste, pour 30%, il faut le publier 2 fois. Et pour plus de 20% de nos offres, il faut les publier 3 ou 4 fois, ce qui est un changement de paradigme assez considérable. Qu'est-ce que c'est le département de l'Ain? C'est 2600 agents, c'est 81 métiers différents et c'est 181 endroits où nous sommes présents sur le territoire de l'Ain. Et pour être attractif, en fait, il faut qu'on se considère comme un employeur et qu'on soit identifié comme un employeur. Je pense qu'on a 2 sujets de ce point de vue-là. On a un sujet d'attractivité en tant que tel. D'abord du territoire. Moi, je suis convaincu qu'on n'a pas d'enjeu sur l'attractivité en tant que telle, mais on a un sujet sur la notoriété du département de l'Ain. On a longtemps été une terre de passage. Il faut faire de l'Ain une destination en tant que telle, parce que je crois qu'on coche beaucoup des cases de ce à quoi aspirent aujourd'hui de nombreux concitoyens. Pour être un employeur, il faut que la fonction publique, une collectivité comme la nôtre, elle accepte plusieurs concepts. D'abord la concurrence. On est soumis à une concurrence avec le secteur privé, bien sûr, mais on est aussi soumis avec une concurrence entre collectivités, puisque par définition, comme il y a moins de candidats,
on est plusieurs à vouloir les recruter. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le rapport de force s'inverse. Avant, on avait pléthore de candidats, on en sélectionnait quelques-uns, on prenait le meilleur. Aujourd'hui, on en a quelques-uns, et puis c'est à la collectivité de se vendre pour essayer d'attraper celui qu'on a envie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il faut travailler évidemment sur la rémunération, hein, et on est dans un cadre extrêmement contraint en la matière, mais grâce à l'exécutif, on fait beaucoup d'efforts en la matière sur le sujet. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut se présenter comme un employeur qui a conscience des enjeux du moment, et c'est tout le sujet qu'on essaye de mettre en place avec le président et l'exécutif du département, c'est-à-dire de mettre en avant le fait qu'une collectivité comme le département de l'Ain mérite probablement mieux que l'image qu'elle a, et qu'on doit mettre en avant, il faut donner du sens en fait au métier de ce que l'on peut faire aujourd'hui. Il faut mettre en avant les enjeux de la transition énergétique, et une collectivité comme la nôtre est extrêmement porteuse en la matière. Il faut mettre en avant le fait que l'on se soucie de la transition numérique. Bref, tous ces enjeux, il faut qu'on soit agile, il faut qu'on soit réactif, il faut partir du principe qu'une carrière professionnelle ne se fait plus dans la linéarité, et clairement aujourd'hui, la garantie de la pérennité de l'emploi qui était liée au statut n'attire plus du tout les jeunes générations. Et donc il faut qu'on se situe là où ils nous attendent, pour essayer de les attirer et leur montrer qu'on est en phase et on travaille aux enjeux du quotidien. Et après, il faut évidemment faire le pari de la jeunesse. On a une politique d'apprentissage extrêmement volontariste. On a près de 40 apprentis aujourd'hui dans la collectivité. Et sur les 35 qu'on avait entre 2021 et 2022, on a réussi à en recruter 9. Donc c'est un peu plus de 25%. On a une politique RH inclusive aussi. Il faut s'adapter aux enjeux et on a des très bons taux de satisfaction en la matière. Donc voilà, il faut qu'on soit identifié comme un employeur. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une marque employeur, c'est-à-dire l'attractivité d'un territoire liée à une politique RH bien spécifique et liée à un département qui a une capacité d'agir aujourd'hui assez considérable, avec une diversité de métiers qui est exponentielle par rapport à l'ensemble des compétences qu'on exerce. Je vous remercie pour cette intervention très complète. Donnons la parole à Benjamin Demey, maintenant, dirigeant de l'entreprise Wobbs. Je vous ai rencontré la semaine dernière lors d'un reportage à Oyonnax. Vous avez inauguré votre nouvelle usine et dans l'échange, vous m'avez présenté la manière dont votre entreprise est organisée. Et là, je dois le dire, j'ai vraiment été bluffé. J'étais obligé de vous inviter ce soir à cette table ronde. Vous m'avez parlé d'une entreprise libérée. Je pense que le terme n'est pas familier à tous dans la salle. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors oui, je peux en dire plus, évidemment. Donc effectivement, Wobbs s'est transformé, on n'a pas toujours été comme ça, après le Covid, dans un modèle qui s'appelle l'entreprise libérée, qui est défini par Lola Crassi. Alors il y a beaucoup de livres dessus, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est à chaque entreprise de faire sa sauce. Donc en fait, nous, on a un modèle où on a supprimé tout ce qui est micromanagérial et où en fait, notre entreprise est plus structurée de manière pyramidale, mais en ce qu'on appelle en cercle. Et un salarié peut appartenir à plusieurs cercles. Donc chez nous, c'est structuré avec différentes structures. La première chose, en fait, c'est ce qu'on appelle le cercle d'expertise. Donc ça, c'est leur raison d'être. C'est ce pourquoi on les a recrutés, hein, en fait, au départ. Dans chaque cercle, il va y avoir un leader de cercle qui va être là pour coordonner, en fait, le fonctionnement de son cercle. Et derrière, au-delà de ces cercles d'expertise, qui peuvent être, par exemple, le marketing, la production, enfin, tous ces secteurs primaires, on va dire, de l'entreprise, on va avoir des cercles de projet, par exemple, qui vont être structurés par des salariés qui sont parfois à un endroit qui n'a rien à voir avec le point de départ. Je vous donne un exemple concret. On a un de nos graphistes, en l'occurrence, qui s'appelle Paul, pour ne pas le citer, qui un jour est arrivé et dit « Mais écoute, moi j'aime bien le foot, on n'arrête pas de faire des BAT avant-projet justement pour des clubs. Moi j'aimerais bien monter une opération et la dynamiser à l'échelle de l'ensemble par exemple de l'offre de club de foot. Et comme ça on a quelque chose à présenter dès le départ. » Ok, et bien là un cercle se crée, un cercle de projet. Donc on va aller chercher qui? On va aller chercher l'équipe commerciale, l'équipe marketing. Ils vont structurer ensemble autour de la table, construire leur plan. Et nous finalement en tant que dirigeants, on va prendre une position qui va être plus que de validateur ou de facilitateur. C'est le rôle qu'on se donne. Donc ça c'est un des exemples. On en a d'autres. On a ce qu'on appelle les cercles communautaires aussi par exemple, qui sont là pour la vie dans l'entreprise. Et tous ces éléments-là, ce qui fait que finalement, on a supprimé le micromanagement. Tout le monde est devenu responsable en fait de ses tâches, de son poste et de son rôle. Donc ça a été très très dur, vous imaginez bien, dans la transition, puisqu'en fait, on était une entreprise très verticale et on s'est retrouvé avec tous nos managers qui sont partis, qui n'ont pas compris le modèle à ce moment-là.
Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve dans un modèle avec un engagement de nos équipes qui est très, 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 très fort. S'il y en a qui ont eu l'occasion de venir nous visiter la semaine dernière au WOPS Day, donc un événement qui était très conséquent, c'est toute l'équipe qui a créé ça ensemble. Et voilà, c'est typiquement le type d'engagement qu'on arrive à trouver au sein de notre entreprise. On va avoir énormément de bienveillance et surtout, ce qui se passe, là je vais vous parler de mon point de vue en tant que dirigeant, c'est qu'en fait, finalement, il y a énormément de sujets qui polluaient mon quotidien, vraiment, une décision que je trouvais non sensée, où j'estimais, je ne voyais pas ma valeur ajoutée. Voilà. Par exemple, parfois, vous êtes sollicité pour le choix du papier toilette. Honnêtement, bon, ok, super, mais mon expertise, elle n'est pas là. Aujourd'hui, ces problèmes-là seraient tout seuls. Voilà. Donc, on a vraiment une dynamique, un avancement. Et pour la petite histoire, c'est même très surprenant parce que quand on a mis en place ce projet-là, donc avec mes associés Damien et Jean-Pierre, au bout de 6 mois, avec Damien, on s'est regardé, on s'est dit c'est pas possible, il ne faut plus rien dans l'entreprise. Donc on va organiser un truc, on va appeler ça la journée des cercles, qui est la semaine prochaine pour l'histoire, où ils vont tous venir, ils vont faire le bilan de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils vont faire. Et là, c'était waouh. En fait, on s'est rendu compte que tous les trucs pour lesquels on nous sollicitait avant, ils les réglaient entre eux, qu'il y avait la communication directe entre eux, que tous les micro-problèmes, ils les réglaient entre eux avec bon sens, et qu'ils avaient une vraie vision, une vraie projection dans l'entreprise par rapport à la stratégie qu'on leur communiquait. Et que finalement, on avait un modèle où on avançait très vite, très fort, en étant moins nombreux sur certains secteurs, et avec un niveau de performance et d'engagement absolument incroyable. Et ce modèle-là a également aussi facilité nos recrutements, a beaucoup attiré les jeunes, et même sur des métiers où le recrutement est très tendu et très difficile. Moi, je dirige plus spécifiquement 2 sections qui sont les sections e-commerce et technologie. Et s'il y a des entreprises de tech ici, ils savent très bien que recruter un développeur aujourd'hui, c'est très compliqué. J'aime bien dire que c'est des princesses, en réalité. Et malgré ça, nous, on y arrive. On arrive à se positionner là-dessus. Ça reste un secteur en tension et plus complexe. Néanmoins, on est une structure qui, en 2 ans, a réussi à passer d'une équipe de 6 développeurs à aujourd'hui un peu plus de 30, et avec des recrutements, un bon positionnement, une bonne rémunération. Voilà. Merci Benjamin. Vous ne nous avez pas parlé des horaires, juste en 2 mots. Vous avez aussi accordé une certaine liberté à vos salariés. Tout à fait. On a mis en place un modèle aussi, c'est les horaires flexibles. Parce qu'effectivement, alors on notait bien, la moyenne d'âge de l'entreprise, c'est 28-29 ans. En fait, on avait une partie de l'équipe, c'était j'arrive à 10h, 11h. Une autre partie de l'équipe, c'était j'arrive à 7h du matin. En fait, ça rendait les choses parfois un peu complexes. Et c'était le grand jeu de notre RH à un moment donné de passer son temps à surveiller ça. Il faut savoir qu'on n'a plus de RH aujourd'hui dans le fonctionnement. Et en fait, j'ai dit, mais est-ce que c'est grave? Ce qui m'intéresse finalement, c'est que le job il soit fait, que les heures soient respectées et structurées. Donc on est passé dans un modèle en horaire flexible aujourd'hui où on offre un système, le salarié entre guillemets, il vient à peu près quand il veut, on a des règles, on a 1 heure maximum, 1 heure de départ minimum et ainsi de suite. Néanmoins, voilà, ils ont un tableau de suivi, les choses sont quand même contrôlées, c'est pas non plus libre, mais ils arrivent quand ils veulent, ils partent quand ils veulent. Si par exemple, il y avait quelque chose que je détestais voir dans l'entreprise, c'est le salarié qui vient, qui est pas bien, mais il devait partir à 17h. En fait, là, avec un modèle comme ça, à 14h, il s'en va, il se repose, le lendemain, il revient, il est plus performant. Et donc, du coup, on leur permet vraiment de faire moins de 35 heures par semaine. Mais on leur permet aussi de faire plus de 35 heures. C'est-à-dire qu'on a fait un gros travail avec un cabinet juridique, avec une grosse expertise sociale, pour faire en sorte qu'en fait, on leur offre une tolérance. Donc, en fait, ils ont un compteur d'heures. Ils peuvent être à moins 35 heures et jusqu'à plus 35 heures. Et ils doivent être à 0 au 31 décembre. Voilà, donc c'est toute la flexibilité effectivement qu'on apporte à notre échelle. Merci Benjamin Demey. On rappelle que WOPS, donc du coup vous ne l'avez pas dit, vous êtes spécialisé dans le verre, le gobelet personnalisable, réutilisable que l'on utilise notamment dans les festivals. Nous allons passer avec nos 2 étudiants, Andy Demba et Thomas Tissot. Vous êtes âgés de 20 ans, vous êtes en dernière année de bachelor. Quel est votre projet professionnel par la suite ? Alors bonjour à tous, moi c'est Thomas Tissot, du coup j'ai 20 ans. Je suis actuellement en 3e année d'école de commerce EGC Business School à Bourg-en-Bresse. Je suis également en alternance au Crédit Agricole Centre-Est pour ma 2e année.
Moi, mon projet professionnel, ça serait tout d'abord de continuer les études, partir sur un master, en alternance si possible, dans la même entreprise ou dans le même secteur. Et au niveau de mon projet professionnel plus tard, après les études, ça serait de continuer dans la même branche, car c'est un travail qui me plaît, c'est une section qui me plaît, et donc pourquoi pas continuer. Très bien. À toi, Indy Demba, de te présenter. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, c'est Indy Demba, comme vous l'avez dit, et je suis du coup comme Thomas en 3e année de bachelor à l'EGC Business School. Depuis ma 2e année, je suis aussi également en alternance en tant que technico-commercial, et j'aimerais également partir sur un master l'année prochaine en alternance si possible. Très bien, on va revenir au sujet. On dit souvent que la nouvelle génération, elle n'est plus prête à faire de sacrifices, notamment en termes d'horaire ou de mobilité. Quelle est votre position, en toute honnêteté, vous, le jour où vous serez sur le monde du marché du travail? Alors, je pense que c'est pas tout à fait vrai, cette affirmation. Pourquoi? En tout cas, moi, personnellement, de mon expérience personnelle, je suis quand même flexible sur les horaires. Si j'ai quelque chose à faire, si j'ai un travail à finir, si je suis avec un client en rendez-vous, je vais prendre le temps qu'il faut pour finir ce que j'ai à faire. Je ne vais pas partir à 18h parce que mon contrat se finit à 18h. Et si je dois parler, moi, de mon opinion personnelle, je suis plutôt de l'avis de Thomas. Je n'ai pas de souci à faire des concessions au niveau des horaires, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit souvent de notre génération, qu'on a vraiment ce critère de choix dans notre sélection en fait, de nos emplois. Et quels seront du coup vos critères prioritaires lorsque vous devrez choisir une entreprise quand vous allez postuler? Je dirais que pour ma part, ce serait surtout des valeurs. C'est quelque chose aussi qu'on ressort beaucoup pour notre génération. Donc que les valeurs de l'entreprise correspondent aux miennes et surtout que du coup l'activité de l'entreprise corresponde à ce que je fais. Moi, c'est un peu pareil que Andy, c'est-à-dire que je veux que l'entreprise ait des valeurs et je veux surtout que mon job en fait, soit utile à la société. Je ne veux pas faire quelque chose qui ne sert pas à grand-chose à la société, quoi. Très bien, merci. Je reviens vers vous, Bénédicte Brugière-Cada. Ce changement d'approche, j'imagine qu'il entraîne des tensions sur certains secteurs qui ne sont pas encore prêts ou capables de changer de cette manière-là. Je pense à la restauration, l'hôtellerie. Du coup, comment ça peut se passer pour ces secteurs qui peuvent moins changer leurs habitudes, en tout cas, leur fonctionnement? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, recruter, c'est compliqué. Ça a toujours été compliqué. C'est un engagement fort, c'est un investissement. Là, tout le monde le comprend. Je pense à un taux de chômage qui est bas, un nombre de demandeurs d'emploi qui baisse, des offres qui augmentent. Il y a des tensions et des difficultés de recrutement qui sont liées soit à des pénuries dans certains métiers. L'hôtellerie-restauration, alors c'est pas tout à fait le cas dans l'Inde, mais on a d'autres secteurs proches d'ici où on est en pénurie. C'est le cas dans certains métiers du bâtiment également, même si là, la tendance s'inverse un petit peu. Si on prend des secteurs comme vous l'évoquiez sur la hôtellerie-restauration ou l'aide à la personne, ce qui va compter aussi, c'est les conditions de travail et tous les avantages qui sont associés. Ça a été très bien dit par monsieur. Il est dans un secteur des développeurs, c'est extrêmement compliqué à recruter. Il y a une concurrence énorme. Et on voit bien que le choix fait par l'entreprise sur les avantages associés, à un moment, va l'emporter. Parce que les gens qui choisissent de travailler dans l'hôtellerie-restauration, ils savent qu'il faut travailler le week-end. Et il y a des gens, mais énormément de gens passionnés par ces métiers-là. Par contre, c'est vrai que sur certaines conditions, certains traitements, je dirais, ou postures de la part des patrons, mais aussi des salariés, il y a des évolutions à faire. Après, il y a aussi, et très, très clairement, une politique salariale où on peut voir sur des entreprises concurrentes sur un même secteur où des politiques salariales différentes vont aussi... Alors, donc quand je parle de politique salariale, c'est avec les autres avantages également, les mutuelles, les horaires flexibles. Enfin, voilà, c'est un package complet qui vont plutôt attirer et surtout garder les salariés, puisque l'autre problème, c'est de garder nos salariés, je dis nos parce qu'on a aussi le sujet dans les secteurs publics, sur ces emplois-là. Merci. Je vous remercie tous pour cet échange très enrichissant et je vous invite à regagner vos places.